Monsieur Robert Badinter, le garde des Sceaux, va présenter l'essentiel du texte. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. À cet instant, chacun d'entre vous mesure, pour notre justice et pour nous aussi, l'importance qu'il revêt. Je veux d'abord remercier la Commission des lois parce qu'elle a compris l'esprit du projet qui lui était présenté, particulièrement son rapporteur, Raymond Forny, non seulement parce qu'il est homme de cœur et de talent, mais parce qu'il a lutté dans les années écoulées pour l'abolition. Au-delà de lui, et comme lui, je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit le groupe dont ils relèvent, qui également, dans les années qui sont passées, et particulièrement au sein de la commission des lois d'alors, se sont efforcés de faire en sorte que l'abolition survienne avant même qu'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons. Cette communion, cette communauté de femmes et d'hommes, à travers les clivages politiques, montre bien que le débat qui s'engage aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et qu'il engage en effet chacun d'entre vous et que le choix qu'il fera l'engage personnellement. Raymond Forny a eu raison de le dire. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de 2 siècles, se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau ait demandé l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportée au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant, dans le pays, des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Pourquoi ce retard? Voilà la première question qui se lève en nous. Ce n'est pas la faute du génie national, c'est de France. C'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Vous avez rappelé justement Hugo. J'y ajouterai à cet instant, parmi les écrivains, Camus.
comment ne pas penser aussi dans cette enceinte à Gambetta, à Clemenceau et surtout au grand Jaurès. Tous se sont levés, tous ont soutenu la cause de l'abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté? Pourquoi n'avons-nous pas aboli? Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes pas plus répressifs, moins humains que les autres. Je le sais par expérience. Juges et jurés français savent être aussi généreux que les autres. La réponse n'est donc pas là non plus. Il faut la chercher ailleurs. Et pour ma part, j'y vois d'abord une explication qui est d'ordre politique. Politique pourquoi? L'abolition, je l'ai dit, regroupe autour d'elle depuis 2 siècles des femmes et des hommes de toute la classe politique et bien au-delà de la classe politique, de toutes les couches et de toutes les classes de la nation. Mais si vous considérez l'histoire de notre pays, vous remarquerez que l'abolition en tant que telle a toujours été une des grandes causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez-moi, je veux dire force de changement, force de progrès, parfois force de révolution, mais celles qui, en tout cas, font avancer l'histoire. Examinez simplement ce qui est la vérité. Regardez-la. J'ai rappelé 1791, la première constituante, la grande constituante. Certes, elle n'a pas aboli, mais elle a posé la question, audace prodigieuse en Europe, et à cet instant, elle a réduit le champ de la peine de mort, plus que partout ailleurs en Europe. La première assemblée républicaine que la France ait connue, la première, la grande convention, le 4 Brumaire an 5 de la République, a proclamé que la peine de mort était abolie en France à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie. La paix vint, et avec elle, Bonaparte survint. Et la peine de mort s'inscrivit dans le code pénal qui est encore le nôtre, plus pour longtemps, il est vrai, et j'aurai l'occasion en terminant de vous en reparler. Mais suivons les élans. 1830, cela engendre en 1832 la généralisation des circonstances atténuantes et le nombre des condamnations à mort diminue aussitôt de moitié. 1848, c'est l'abolition de la peine de mort en matière politique que la France ne remettra plus en cause jusqu'à la guerre de 1939. Et il faudra entendre ensuite que la gauche, qu'une majorité de gauche, se soit établie au centre de la vie politique française les années qui suivent 1900 pour que soit à nouveau soumise au suffrage la question de l'abolition. C'est à ce moment-là qu'ici même s'affrontèrent, dans un débat dont l'histoire de l'éloquence conserve pieusement le souvenir vivant, Barrès et Jaurès. Jaurès, à cet instant-là, je le salue en votre nom à tous. Il a été, de tous les orateurs de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement, et l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison
et qui a servi comme personne, et le socialisme, et la liberté, et à cet instant, l'abolition. Applaudissements sur les bancs de la gauche, socialistes et communistes. Quoi, il y a des noms qui vous gênent encore? C'est Jaurès. Un député de la minorité vient de s'exprimer. Nous ne sommes pas aux assises. Attendez une minute. Monsieur Brocard, messieurs de l'opposition, s'il vous plaît. Jaurès appartient, au même titre que d'autres hommes politiques, à l'histoire de notre pays. Continuez, monsieur le ministre. Messieurs, j'ai salué Barrès. Nos conceptions pourtant ne se rejoignaient pas sur ce point. Je n'ai pas besoin d'insister. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. 1908, Briand, à son tour entrepris de demander à la Chambre l'abolition. Curieusement, il ne le fit pas, en usant de son éloquence. Il s'efforça de convaincre, en représentant à la Chambre une donnée très simple que l'expérience récente, l'école positiviste, venait de mettre en lumière. Il s'est trouvé en effet ce que l'on a perdu de vue, que par suite du tempérament divers des présidents de la République qui se sont succédés à cette époque de grande stabilité sociale, économique, eh bien la pratique de la peine de mort a singulièrement varié pendant 2 fois 10 ans. 1888-1897, des présidents qui faisaient exécuter. 1898-1907, des présidents de la République, M. Loubet, M. Fallières, qui abhorraient la peine de mort et qui par conséquent pratiquaient systématiquement la grâce. 2 périodes de 10 ans. Les données étaient là, dans la première période où l'on pratique l'exécution, et cela se sait, 3066 homicides. Dans la seconde période, où la douceur des hommes fait qu'ils y répugnent et qu'elle disparaît, la peine de mort, de la pratique répressive, 1608, près de la moitié. Et c'est la raison pour laquelle Briand, au-delà même des principes, vint demander à la Chambre d'abolir la peine de mort dont la France ainsi venait de mesurer qu'elle n'était pas dissuasive. Il se trouva qu'une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne extrêmement violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu'une partie de la Chambre de l'époque n'eut point le courage d'aller vers les sommets que lui montrait Briand, et c'est ainsi que la peine de mort demeura en 1908 dans notre droit et dans notre pratique. Et depuis lors, jamais une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la peine de mort. 75 ans. 75 ans. Je suis convaincu, ça vous fera plaisir, d'avoir certes moins d'éloquence, mais je suis sûr que vous aurez plus de courage
et c'est cela qui compte. Alors, les temps passèrent et l'on peut s'interroger sur pourquoi 1936 rien. Le temps de la gauche fut compté et il y avait une autre raison, plus simple. C'est que la guerre pesait déjà sur les esprits et que les temps de guerre ne sont pas ceux où la question de l'abolition puisse même être posée. C'est vrai que la guerre et l'abolition ne cheminent pas ensemble. La libération, je suis convaincu pour ma part que si le gouvernement de la libération n'a pas posé la question de l'abolition, c'est parce que les temps troublés, les crimes de la guerre, les épreuves terribles de l'occupation faisaient que les sensibilités n'étaient pas à cet égard prêtes. Il fallait que revienne avec la paix des âmes, la paix des cœurs. Et ceci vaut aussi pour les temps de la décolonisation. C'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait se poser à votre Assemblée la grande question de l'abolition. Alors, je n'irai pas plus loin dans l'interrogation. Forny l'a rappelé justement. Pourquoi? Pourquoi au cours de la dernière législature est-ce que le gouvernement de l'époque n'a pas voulu que votre Assemblée soit saisie de l'abolition alors que la Commission des lois, et tant d'entre vous avec courage le réclamaient? Certains membres du gouvernement de l'époque, et non des moindres, s'étaient déclarés à titre personnel partisans de l'abolition. Mais on avait le sentiment, à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer, que dans ce domaine-là aussi, il était urgent d'attendre. Attendre après 200 ans. Attendre comme si la peine de mort ou la guillotine, c'était un fruit qu'on devait laisser mûrir avant de le cueillir. Attendre. Attendre, en vérité, nous savons bien que c'était à cause de la crainte de l'opinion publique. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Nul plus que vous, à l'instant du vote sur l'abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie. Je ne parle pas là seulement de cette conception qui veut que le Parlement soit, suivant l'image qu'en donnait un grand Anglais, un phare qui ouvre la voie de l'ombre pour le pays, mais simplement parce que la loi fondamentale de la démocratie, c'est la volonté du suffrage universel et pour les élus, le respect du suffrage universel. Or, à 2 reprises, la question a été directement posée devant l'opinion publique. Le président de la République a fait connaître à tous non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi très clairement sa volonté de saisir le Parlement d'une demande d'abolition par le gouvernement s'il était élu. Le pays lui a répondu oui. Vous avez eu ensuite des élections législatives. Dans le cadre de celles-ci, il n'est pas un des partis de gauche
qui n'ait fait figurer publiquement à son programme l'abolition de la peine de mort. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. D'autres vous diront que l'abolition, parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. Si l'alternative existait, la question mériterait sans doute examen. Mais vous le savez aussi bien que moi. Raymond Forny l'a rappelé, cette voie est constitutionnellement fermée. Je rappelle à l'Assemblée, mais en vérité ai-je besoin de le faire, que le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, n'a pas voulu que les questions de société, ou si l'on préfère les questions de morale, soient débattues dans le cadre de la procédure référendaire. Je n'ai pas besoin non plus de rappeler à votre Assemblée que, aussi bien pour la question de la sanction pénale de l'avortement que s'agissant de la peine de mort, ces dispositions se trouvent inscrites dans les lois pénales et que les lois pénales, au terme de la Constitution, elles relèvent de votre seul pouvoir. Par conséquent, prétendre s'en rapporter à un référendum, dire que l'on répondrait si c'était un référendum, c'est en réalité méconnaître délibérément à la fois l'esprit et la lettre de la Constitution, et c'est en réalité, par une fausse habileté, refuser de se prononcer publiquement par peur de l'opinion publique. Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Je dis rien. Au contraire, on a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel, comment les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales, Conseil de l'Europe, Parlement européen, Nations unies elles-mêmes dans le cadre du comité d'études contre le crime. On a occulté leurs constantes conclusions. Il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l'angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion, on a mis en lumière, on a braqué le phare sur
l'accroissement indiscutable, douloureux et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales de la petite et moyenne délinquance de violence, celle qui de toute façon n'a jamais relevé de la peine de mort, mais sur le fait patent sur lequel tous les esprits loyaux s'accordent, qu'en France, la criminalité sanglante n'a jamais varié et même, compte tenu du nombre d'habitants, tant plus à stagner qu'à autre chose, sur ce fait capital, on s'est tu. En un mot, s'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait au suffrage, s'agissant de l'opinion, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. En vérité, la question de la peine de mort, elle est simple. Pour qui veut l'analyser avec lucidité, elle ne se pose pas la question de la peine de mort en termes de dissuasion, en termes de techniques répressives. La peine de mort, la question se pose en termes de choix politiques ou de choix moral. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par tous les criminologues ont conduit à la constatation de cette absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Je rappelle encore à cet égard, et les travaux du Conseil de l'Europe, 1962, et le livre blanc anglais, Prudente recherche, menée à travers tous les pays abolitionnistes avant que les Anglais se décident à abolir la peine de mort, et je le rappelle, ont refusé depuis lors 2 fois de la rétablir. Le livre blanc canadien, qui a procédé selon la même méthode. Les travaux conduits par le Comité pour la prévention contre le crime de l'ONU, dont les derniers textes sont de l'année dernière à Caracas et rappellent fermement les conclusions que j'évoquais. Et enfin, les travaux conduits par le Parlement européen, travaux auxquels j'associe notre amie Madame Roudy et qui ont abouti à ce vote essentiel par lequel le Parlement européen, au nom de l'Europe qu'il représente, de l'Europe occidentale bien sûr, s'est prononcé à une écrasante majorité pour que la peine de mort disparaisse de l'Europe occidentale. Tous se rejoignent sur la conclusion que j'évoquais. Et il n'est pas difficile d'ailleurs, pour qui veut s'interroger loyalement, de comprendre pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à chercher sans pouvoir le trouver, mais parce qu'il justifiait pour la raison ce qui trouvait sa source ailleurs et sur lequel je viendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, et on le comprend, ce qu'on appelle les crimes atroces, ils sont commis le plus souvent par des hommes emportés à cet instant-là par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle. Elle ne trouve pas, à cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, elle ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. Qu'on ne me dise pas que ceux-là, on ne les condamne pas à mort.
Il me suffirait de reprendre les annales des dernières années. Olivier, condamné à mort exécuté, dont l'autopsie seule a révélé que son cerveau présentait des anomalies frontales, et Carin, et Rousseau, et Garceau. Quant aux autres, les criminels dits de sang-froid, ceux qui pèsent le risque, ceux qui méditent le profit et la peine, ceux-là, jamais vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud. Truands raisonnables, profiteurs du crime, criminels organisés, proxénètes, trafiquants, mafiosi, jamais vous ne les trouverez à cet instant dans ces situations-là. Jamais. Ceux qui interrogent les annales judiciaires, car c'est là où s'inscrit dans sa réalité la peine de mort, ceux-là savent que dans les 30 dernières années, vous n'y trouverez pas le nom d'un grand gangster, si on peut utiliser cet adjectif en parlant de ces hommes-là. Pas un seul ennemi public n'y a jamais figuré. Ce sont d'autres, ceux que j'évoquais en premier lieu, qui peuplent ces annales. Alors, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort, ceux-là méconnaissent la vérité humaine, la passion criminelle. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui celles-là sont nobles. La peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de 2 condamnés à mort et de 2 exécutés, je vous dirai pourquoi. Est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, « À mort Buffet, à mort Bontemps », se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Le garde des Sceaux rappelle là 2 affaires auxquelles il a été associé puisqu'il a plaidé pour ces hommes. Qui êtes hommes d'État, les uns ont été condamnés conscients de vos responsabilités. Et pour vous, qui êtes hommes d'État, conscients de vos responsabilités, et je me tourne vers vous en tant que tel, je vous pose cette simple question. Croyez-vous, encore une fois, croyez-vous que les hommes d'État, nos amis, qui dirigent le sort et ont la responsabilité des grandes démocraties occidentales, aussi exigeantes que soit en eux la passion des valeurs morales qui sont celles des pays de liberté, croyez-vous que ces hommes responsables auraient voté l'abolition ou ne l'auraient pas rétablie s'ils pensaient qu'elle pouvait être de quelque utilité par sa valeur dissuasive contre la criminalité sanglante? Ce serait injure que de le penser. Alors, messieurs, alors, nous lui transmettrons le propos.
Je suis sûr qu'il appréciera l'épithète. Il suffit en tout cas, pour la France, à cet instant de vous interroger très concrètement et de prendre la mesure de ce qu'aurait signifié exactement l'abolition au regard de la France si elle avait été votée en 1974, quand le précédent président de la République confessait volontiers, mais généralement en privé, son aversion personnelle pour la peine de mort. L'abolition votée en 1974, pour le septennat qui s'est achevé en 1981, qu'est-ce que cela aurait signifié pour la sûreté et la sécurité des Français? Simplement ceci: 3 condamnés à mort, 3 qui se seraient ajoutés aux 333 que nous avons à l'heure actuelle dans nos établissements pénitentiaires. 3 de plus, lesquels, je les rappelle, Christian Ranucci. Christian Ranucci, je n'aurais garde d'insister, il y a trop d'interrogations qui se lèvent à ce sujet, et ces seules interrogations suffisent pour toute conscience et prise de justice, suffisent simplement parce qu'elles se posent pour condamner la peine de mort. Carin, débile, ivrogne, Carin, qui a commis un crime atroce, mais qui avait pris par la main devant le village la petite fille qu'il allait tuer quelques instants plus tard, montrant par là même qu'il ignorait la force qui allait l'emporter. Et puis, vous avez enfin Jean Doubi, qui était unijambiste, et qui, quelle que soit l'horreur, et le terme n'est pas trop fort de ses crimes, donnait tous les signes de ce déséquilibre et qu'on a emporté après lui avoir enlevé sa jambe sur l'échafaud. Loin de moi à cet instant l'appel à une pitié posthume, ça n'est ni le lieu ni le moment, mais simplement présent à votre pensée, ce fait-là, 3 hommes, l'un, on s'interroge encore à propos de son innocence, l'autre, le débile que j'ai évoqué, le troisième, l'unijambiste paranoïaque. Est-ce que, en quoi que ce soit, si ces 3 hommes se trouvaient à cet instant dans les prisons françaises, la sécurité, la sûreté de nos concitoyens se trouverait de quelque façon que ce soit compromise? C'est cela la vérité et la mesure exacte de la peine de mort. C'est simplement cela. Alors, c'est votre droit, monsieur Brocard. c'était au moment précis où nous allions... Alors, à ce moment précis, abandonner ce problème qui, lorsqu'on le pose dans sa réalité, semble amener à faire fuir. À cet instant, mesurer exactement, en termes tels qu'ils se sont posés pour le dernier septennat, ce que signifiait la peine de mort, je dis que la question ne se pose pas, et nous le savons tous bien, en termes de dissuasion, en termes de techniques répressives. La question de l'abolition, elle se pose en termes politiques et surtout en termes de choix moral. Signification politique, je regrette qu'à cet instant, il ne soit pas possible de présenter à l'Assemblée nationale une carte sur laquelle figurerait, comme cela a été fait au Parlement européen, les pays abolitionnistes et les autres.
les pays de liberté et les autres. Les choses sont claires. Dans la majorité écrasante des démocraties occidentales et dans l'Europe particulièrement, tous les pays où la liberté est inscrite dans les institutions et respectée dans la pratique, dans ces pays-là, la peine de mort a disparu. Dans ces pays, on peut le dire, j'ai dit dans l'Europe occidentale, il est significatif que vous en fassiez aussi partie les États-Unis, mais je continue. Simplement ceci, le calque est presque complet. Dans les pays de liberté, la loi commune et l'abolition. Dans les pays de liberté, c'est la peine de mort qui est l'exception. Je ne vous le fais pas dire. Car partout, vous l'avez marqué, partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit en caractère sanglant, la peine de mort. Voilà la première évidence. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Et à cet instant-là, précisément à cause de cette confrontation, interrogez-vous sur la signification politique profonde. La peine de mort, qu'est-ce en termes politiques? Sinon, précisément, quand on le voit pratiquer dans toute la dictature, le droit de vie, mais le droit de mort, surtout que s'arroge l'État à l'encontre de ses sujets. Il ne s'agit pas, dans cette situation du monde, d'une simple coïncidence, mais d'une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen ou du sujet jusqu'à lui retirer la vie. Et c'est par là que précisément la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. Et c'est par là même que vous retrouvez dans la réalité judiciaire et jusque dans celle qu'évoquait Forny, la vraie signification de la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, interrogez-vous. Qu'est-ce que la peine de mort dans la réalité? 12 hommes et femmes, à une distance qui est celle qui nous sépare. 2 jours d'audience, l'impossibilité d'aller jusqu'au fond des choses, et le droit ou le devoir terrible de décider en quelques quarts d'heure, parfois quelques minutes, non seulement de la question si difficile de la culpabilité, mais au-delà de la vie et de la mort d'un autre être. 12 personnes dans une démocratie qui ont le droit de dire « celui-là doit vivre et celui-là doit mourir ». Je dis que cette conception-là de la justice n'est pas celle des pays de liberté, précisément parce qu'elle emporte en elle de signification totalitaire. Et au-delà de cela, s'agissant cette fois-ci du droit de grâce, comme Raymond Forny l'a rappelé, interrogez-vous à son sujet, bien sûr, au temps où le roi est sacré, représente Dieu sur la terre, est oint par la volonté divine. Le droit de grâce a un fondement légitime. Dans cette civilisation, dans cette société, quand la foi religieuse imprègne les institutions, que le représentant politique de l'expression divine est
lui, le pouvoir de faire reculer la mort ou de laisser la vie, cela s'explique aisément. Mais dans une république, dans une démocratie, quels que soient ses mérites, quelle que soit sa conscience, aucun homme, aucun pouvoir ne saurait disposer du droit de vie et de mort sur quiconque en temps de paix. Je sais que, à la minute où nous vivons, une interrogation majeure se lève et que certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre une menace grave et surtout ailleurs, je veux dire le terrorisme. Je sais que pour certains, la guillotine, pense-t-il, protégerait la démocratie, éventuellement, au lieu de la déshonorer. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. D'abord, cette première évidence, nous savons, à regarder l'histoire, que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de la mort, c'est le crime politique. Mais plus spécifiquement, s'agissant du terrorisme, s'il est un type de femme ou d'homme que la peine de mort, que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est précisément le terroriste. D'abord parce que il la rencontre ou l'affronte dans l'action lui-même. Ensuite, parce qu'au fond de lui, il y a cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, celle qu'on reçoit aussi, qui s'exerce, parce que le terrorisme, qui pour moi est crime majeur contre la démocratie, et qui, s'il devait se lever dans ce pays, serait réprimé, poursuivi avec toute la fermeté requise. Mais le terroriste dans la démocratie, son cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, demeure au fond de lui-même le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne, « Viva la muerte, vive la mort ». Alors, croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. Mais il faut aller plus loin. Si précisément dans les démocraties proches, l'on n'a pas voulu, alors qu'elles sont en proie au terrorisme, rétablir la peine de mort, c'est bien sûr par exigence morale, mais c'est aussi par raison politique. En effet, vous savez qu'aux yeux de certains, et surtout des jeunes gens, l'exécution, la mort du terroriste, le transcende, le dépouille d'abord de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions et le transcende en une sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course et qui se serait engagé dans une cause aussi odieuse soit-elle, mais jusqu'à sa mort. Et à partir de là, le risque se lève, considérable, que précisément les hommes d'État voisins, nos amis, ont pesé, que pour un terroriste exécuté, 20 jeunes gens égarés se lèvent dans l'ombre, et qu'ainsi, loin de le combattre, la peine de mort, en réalité, le nourrisse. À cette considération-là, je souhaiterais en ajouter une autre. Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est pour une démocratie faire sienne les valeurs des terroristes,
quand, après l'avoir arrêté, au terme d'une parodie dégradante de justice, après lui avoir extorqué des correspondances terribles, le terroriste exécute celui qui l'a enlevé. C'est bien une parodie tragique de justice qui s'achève par une exécution capitale qu'il pratique. Ce faisant, vous le savez, ils sont à la recherche de la réplique attendue, ils sont à la recherche de la réapparition dans la démocratie de la violence mortelle. Ils souhaitent par-dessus tout que renaisse cette peine-là et qu'ils puissent à leur tour dénoncer sur les traits de la démocratie l'image sanglante qui est la leur par une sorte d'inversion des valeurs. Eh bien, cette tentation-là, il faut la refuser sans jamais pour autant, je le redis, compromettre avec cette forme ultime de violence intolérable dans une démocratie. Et nous en arrivons maintenant là, à ce qui constitue l'essentiel de la question quand on l'a dépouillé de tout ce qui est passion et qu'on veut aller jusqu'à l'extrême de la lucidité. En définitive, le problème de la peine de mort, le choix de l'abolition de la peine de mort, c'est pour une société et c'est pour chacun d'entre vous un choix moral. Je ne ferai pas usage de l'argument d'autorité. Ce serait malvenu au Parlement. Et j'ajoute qu'ici, ce serait trop facile. Mais quand même, on ne peut pas ne pas relever que dans les dernières années, se sont prononcés hautement contre la peine de mort dans les sociétés occidentales et dans la nôtre. La voix de l'Église catholique, la voix du Conseil de l'Église réformée, le rabbinat, que de la même façon, les grandes associations internationales qui militent à travers le monde pour ce qui est notre force la plus grande et notre foi commune, la défense des libertés et des droits de l'homme, Amnesty International, comme l'Association internationale des droits de l'homme, comme la Ligue des droits de l'homme, toutes se sont prononcées solennellement contre la peine de mort. Toutes. Cette conjonction à cet instant des hommes de conscience et des hommes de liberté à une époque où l'on parle sans cesse de crise des valeurs morales est significative. Pour les partisans de la peine de mort, dont les abolitionnistes et moi, parmi eux, ont toujours respecté le choix, en notant à regret que bien souvent, ce ne fut pas le cas de l'autre côté, et que la haine a souvent répondu à ce qui n'était que l'expression d'une conviction profonde, celle-là même en sens inverse, que je respecterai toujours chez les hommes de liberté. Pour les partisans de la peine de mort, la mort du coupable, c'est une exigence de justice. C'est une exigence de justice parce que, dans leur conception de la justice, il serait des crimes trop atroces pour que les auteurs puissent les expier autrement qu'au prix de leur vie. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, la mort et la souffrance des victimes pour le partisan de la peine de mort, appellent comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance,
À défaut, disait un ministre de la Justice récent, l'angoisse et la passion nées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Et justice pour les partisans de la peine de mort ne serait pas faite si à la mort de la victime on ne répondait pas en écho la mort du coupable. Soyons clairs, cela veut dire simplement que la loi du talion demeurerait, à travers les millénaires, la loi nécessaire, unique de la justice humaine, du malheur, de la souffrance des victimes. J'ai, beaucoup plus que ceux qui s'en réclament souvent, mesuré dans ma vie l'étendue. Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne. Malheur, malheur des victimes elles-mêmes, malheur au-delà des parents des victimes, malheur des parents de l'assassin, et pour terminer, le malheur lui-même, souvent de l'assassin, le crime est malheur. Et il n'y a pas un homme, pas une femme, de cœur, de raison, de responsabilité, qui ne se commettrait d'abord à combattre le crime, mais ressentir au profond de soi-même le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans la société. Cette sensibilité, ce combat-là, n'implique pas la nécessité de la mise à mort du coupable, que les parents, que les proches de la victime, eux, souhaitent cette mort, désirent cette mort, par réaction naturelle de l'être humain blessé. On le comprend, on le conçoit, et je m'y associe comme nous tous. Mais c'est une réaction humaine, c'est une réaction naturelle. Et tout le progrès de la justice a été dans l'histoire de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la loi du talion? Je vous demanderai d'aller plus loin encore. En réalité, au plus profond secret de l'attachement à la peine de mort, s'inscrit, inavoué le plus souvent, la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et il pense que la seule garantie à cet égard, c'est que le criminel meure ou qu'il soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait, moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, on découvre ainsi la justice d'élimination. Derrière la balance, la guillotine. Et on dit, l'assassin doit mourir. Il doit mourir tout simplement parce que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste. Seulement, à cet instant-là, précisément, on perd de vue ce qu'est la réalité même de la justice. Quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage pour être acceptable, même pour ses partisans. La justice
qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. Notre justice, et c'est son honneur, ne tue pas les déments. Mais les déments, elle ne sait pas les identifier à coup sûr. Et c'est à l'expertise psychiatrique la plus aléatoire, la plus incertaine de toutes, que dans la réalité judiciaire, on va confier la décision et savoir de qui, de comment, et qu'on saura, interviendra l'exécution et la décision. Que le verdict psychiatrique lui soit favorable à l'assassin, et il est épargné, et il n'est pas un seul dans la société qui, à cet égard, se lève pour protester, mais que le verdict psychiatrique se révèle pour lui fatal, et il sera exécuté. Et quand on accepte, au-delà même de cette loterie, la justice d'élimination, il faut que vous mesuriez, vous, responsables politiques, dans quelle logique de l'histoire on s'inscrit, dans quelle logique de l'histoire judiciaire. Je ne parle pas là, ce serait odieux et cela n'a pas de rapport avec ce qui est notre réalité, de ces sociétés dans lesquelles, au nom de l'élimination, on pratique la justice, qui liquide aussi bien les criminels que les déments, les opposants politiques que ceux dont on pense qu'ils seraient de nature à compromettre, à polluer le corps social. Je les laisse de côté, mais j'en viens à la justice des pays de démocratie, enfouie, terrée, au cœur même de la justice d'élimination. Il faut bien mesurer que veille le racisme secret. Il faut que vous sachiez que si en 1972, la Cour suprême des États-Unis a balancé pour l'abolition, c'était essentiellement au regard d'une considération, c'est que on avait constaté que 60% des condamnés à mort aux États-Unis étaient des Noirs, alors qu'ils ne représentaient que 12% de la population. Et pour un homme de justice, quel vertige apparaît alors. Et je baisse la voix, je me tourne vers vous tous, même en France. Voici les chiffres, je les ai relevés. Depuis 1945, il y a eu 36 condamnations à mort. Parmi elles, 25% d'étrangers contre 8% de présents parmi la population nationale, 5 maghrébins, alors qu'il y a 2%, 36, 5, 2%. Et depuis 1965, parmi les 9 condamnés à mort exécutés, on compte 4 étrangers, et plus particulièrement 3 maghrébins. Est-ce que leurs crimes étaient plus odieux que les autres? Ou est-ce que ces crimes paraissaient plus graves parce qu'eux-mêmes, à cet instant, secrètement, faisaient horreur? C'est une interrogation, ça n'est qu'une interrogation, mais elle est si pressante et si lancinante que seule l'abolition peut mettre fin à une interrogation qui nous interpelle avec tant de cruauté. Il s'agit bien, en définitive, dans l'abolition d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième,
c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées, aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes. Il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Et je ne parle pas là seulement de l'erreur judiciaire absolue. Quand le condamné à mort se révèle, comme cela peut encore arriver, comme cela arrivera peut-être après l'exécution, innocent, et qu'une société entière, et que nous tous, au nom duquel le verdict est rendu, deviennent ainsi collectivement coupables, puisque notre justice, à cet instant, aurait rendu possible l'injustice suprême. Je parle aussi de l'incertitude, de la contradiction des décisions rendues, qui font que les mêmes accusés, condamnés à mort une première fois, puis dont la condamnation est cassée par un vice de forme, sont rejugés et cette fois-ci échappent pour les mêmes faits à la condamnation à mort, comme si la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier, ou bien d'autres qui sont condamnés pour des crimes qui s'avèrent, à la vérité, moins graves que ceux commis par d'autres qui échappent à la faveur de la passion de l'audience, du climat ou de l'emportement de tel ou tel. Cette sorte de loterie judiciaire, quelle que soit la peine qu'on éprouve à prononcer ce mot, quand il y va de la vie d'une femme ou d'un homme, est intolérable. Et le plus haut magistrat de France, M. Hédalot, au terme d'une longue carrière tout entière consacrée à la justice, et pour la plupart de son activité au parquet, disait qu'à la mesure de son hasardeuse application, la peine de mort lui était devenue, à lui, magistrat, insupportable. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Et pour tous les abolitionnistes, il est impossible d'accepter de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce que nous savons qu'elle est faillible. Le choix qui s'offre à vous en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair, où notre société refuse une justice qui tue et elle accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales, celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de celui qui fait horreur, dément ou criminel, ou les deux à la fois. Et c'est le choix de l'abolition. Où elle croit, cette société, faire disparaître, en dépit de l'expérience des siècles, le crime avec le criminel. Et c'est l'élimination.
cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. J'en ai fini avec l'essentiel, avec l'esprit et l'inspiration de cette grande loi. Raymond Forny, tout à l'heure, en a dégagé les lignes directrices. Elles sont simples, elles sont précises. Parce que l'abolition est un choix moral, il faut se prononcer en toute clarté. Le gouvernement vous demande donc de voter l'abolition de la peine de mort sans la sortir d'aucune restriction ni d'aucune réserve. Sans doute, des amendements seront déposés tendant à limiter le champ de l'abolition et à en exclure diverses catégories de crimes. Je comprends l'inspiration de ces amendements, mais le gouvernement vous demandera de les rejeter. D'abord parce que, s'agissant de la formule « abolir hors les crimes odieux », eh bien, elle ne recouvre en réalité qu'une déclaration en faveur de la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, personne n'encourt la peine de mort hors des crimes odieux. Mieux vaut donc, dans ce cas-là, éviter les commodités du style et se déclarer partisan de la peine de mort. Quant aux propositions d'exclusion de l'abolition au regard de la qualité des victimes, notamment au regard de leur faiblesse ou des risques plus grands que leurs conditions les fait encourir, le gouvernement vous demandera également de les refuser. En dépit de la générosité qui les inspire, ces exclusions méconnaissent une évidence. Toutes, je dis bien toutes les victimes, sont pitoyables et toutes appellent la même compassion. Sans doute en chacun de nous, la mort de l'enfant ou du vieillard fait naître plus aisément l'émotion que la mort de la femme de 30 ans ou de l'homme mûr chargé de responsabilité. Mais dans la réalité humaine, elle n'en est pas moins douloureuse. Et toute discrimination à cet égard serait porteuse d'injustice. S'agissant des policiers ou du personnel pénitentiaire, dont les organisations représentatives requièrent le maintien de la peine de mort à l'encontre de ceux qui attenteraient à la vie de leurs membres, le gouvernement comprend parfaitement les préoccupations qui animent ces organisations, mais elle demandera à ce que ces amendements ne soient point votés. La sécurité des personnels de police, la sécurité des personnels pénitentiaires doit être assurée. Et je dis ici que toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection doivent être prises, notamment en ce qui concerne les gardiens. Mais on ne confie pas à la guillotine dans la France de la fin du XXe siècle le soin d'assurer la sécurité des gardiens. Et quant à la sanction du crime qui les atteindrait, aussi légitime que soit cette sanction, la peine dans ce cas ne peut être dans nos lois plus grave que celle qui frapperait les auteurs de crimes commis à l'encontre de toute autre victime. Soyons clairs, il ne peut pas exister dans la justice française de privilège pénal au profit de quelque profession ou de quelque corps que ce soit. Je suis sûr que les personnels de police et les personnels pénitentiaires le comprendront, qu'ils sachent que nous nous montrerons attentifs à leur sûreté sans jamais pour autant en faire un corps à part dans la République. Dans le même dessein de clarté,
Le projet n'offre aucune disposition concernant une quelconque peine de remplacement. Pour des raisons morales d'abord, la peine de mort est un supplice, on ne remplace pas un supplice par un autre. Pour des raisons de politique législative et de clarté législative aussi. Par peine de remplacement, ce que l'on vise communément, vous le savez, c'est une période de sûreté, un délai inscrit dans la loi pendant lequel ne peuvent intervenir ni libération conditionnelle, ni suspension de peine de quelque ordre que ce soit. Une telle peine existe à l'heure actuelle dans notre droit, vous le savez, elle peut atteindre 18 ans. Si je demande à l'Assemblée de ne pas ouvrir à cet égard un débat tendant à modifier cette mesure de sûreté, c'est parce que dans un délai relativement court au regard du processus d'édification de la loi pénale, je dis d'ici 2 à 3 ans et je pense d'ici 2 ans, le gouvernement aura l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de nouveau code pénal, un code pénal adapté à la société française de la fin du XXe siècle et, je l'espère, de l'horizon du XXIe siècle. À cet instant, dans ce cadre-là, il conviendra que soit défini, établi, pesé par vous, ce que doit être le système des peines pour la société française d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pourquoi je vous demande de ne pas mêler au débat de principe sur l'abolition une discussion sur la peine de remplacement, ou plutôt la mesure de sûreté, parce que cette discussion serait à la fois inopportune et inutile. Inopportune, parce que le système des peines doit être, pour être harmonieux, pensé et défini en son entier, et non pas à la faveur d'un débat qui, par son objet même, se révèle nécessairement passionné et aboutirait à des solutions partielles. Et puis, examen inutile, parce que la mesure de sûreté existante frappera à l'évidence tous ceux qui vont être condamnés à la peine de réclusion criminelle à perpétuité dans les 2-3 années au maximum qui s'écouleront avant que vous ayez, vous, défini notre système de peine. Et que, par conséquent, la question pour eux de toute libération ne saurait d'aucune façon et d'aucune manière se poser. Et vous, législateurs, savez bien que la définition inscrite dans le nouveau code s'appliquera à eux, soit par l'effet immédiat de la loi pénale plus douce, soit, si elle est plus sévère, parce qu'on ne saurait faire de discrimination et que le régime de libération conditionnelle pour tous les condamnés à perpétuité sera le même. Par conséquent, n'ouvrez pas à cet instant cette discussion. Et pour les mêmes raisons de clarté et de simplicité, nous n'avons pas inséré dans le projet les dispositions relatives au temps de guerre. Le gouvernement sait bien que quand le mépris de la vie, la violence mortelle deviennent la loi commune, quand certaines valeurs essentielles du temps de paix sont remplacées par d'autres qui expriment la primauté de la défense de la patrie, alors le fondement même de l'abolition s'efface de la conscience collective pour la durée du conflit. Et bien entendu, à cet instant, l'abolition est entre parenthèses. Mais il est apparu au gouvernement qu'il était malvenu, au moment où vous décidiez enfin de l'abolition dans la France en paix qui est heureusement la nôtre, il était malvenu de débattre du domaine de la peine éventuelle de mort en temps de guerre, une guerre
que rien heureusement n'annonce. Ce sera au gouvernement, aux législateurs, du moment de l'épreuve, si elle doit venir, qu'il appartiendra d'y pourvoir, en même temps qu'à bien d'autres dispositions qui définissent les spécificités d'une législation de guerre. Arrêter les modalités d'exécution à cet instant où nous abolissons dans le cadre du temps de guerre, cela n'aurait point de sens et ce serait hors de propos au moment où, après 190 ans de débat, vous allez enfin vous prononcer et décider de l'abolition. J'en ai terminé. Les propos que j'ai tenus, les raisons que j'ai avancées, votre cœur, votre conscience vous les aurait dictées aussi bien qu'à moi. Je tenais simplement, à ce moment essentiel de notre histoire judiciaire, à les rappeler au nom du gouvernement. Je sais que dans nos lois, tout dépend de votre volonté et de votre conscience. Je sais que beaucoup d'entre vous, dans la majorité comme dans l'opposition, ont lutté pour l'abolition. Je sais que le Parlement aurait pu aisément, de sa seule initiative, libérer nos lois de la peine de mort. Vous avez accepté que ce soit sur un projet du gouvernement que soit soumis à vos votes l'abolition, associant ainsi le gouvernement et moi-même à cette grande mesure. Laissez-moi vous en remercier. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. Robert Badinter vient donc de prononcer un discours en forme de plaidoirie, l'une des dernières sans doute, qu'il sera appelé à prononcer en faveur de l'abolition de la peine de mort, pour laquelle il milite depuis de nombreuses années.